Donc cette recherche du bonheur, ce droit de propriété, on voit qu'il prend naissance en 1776 et c'est le déclencheur de cette guerre d'indépendance pour se séparer du grand gouvernement. D'accord? Donc à ce moment-là, aux États-Unis, tout le monde a un état d'esprit libéral. Vous voyez? On ne parle pas de libéral social, puisque ce sont des protestants conservateurs dès le départ, d'accord? Mais on est dans un état d'esprit, donc, libéral. Et ça, c'est bien, on va dire, à ce niveau-là. C'est bien parce qu'on va se séparer du grand gouvernement. On va se séparer du grand gouvernement et on va devenir je mets les États-Unis, mais je ne sais pas si il s'appelait déjà comme ça. Mais vous voyez l'idée. Donc, il y a une séparation entre le grand gouvernement britannique et les États-Unis. Et on est libéraux. On avance dans l'histoire. 1787, le deuxième document fondateur dont Ellen White nous parle, la Constitution, qui donc, là c'est plus la liberté, mais aussi l'égalité qui est mentionnée dans ce document, mais là, c'est plus l'égalité et l'organisation de la nation. Donc, l'égalité est mentionnée dans le document, ce qu'on appelle les Bill of Rights, ok? Alors, on va mettre BOR, Bill of Rights. Et là, la Constitution, les 10 premiers je ne sais plus les 10 articles, vont plus nous parler du rôle de l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Au moins, merci James, tu m'encourages, tu suis. Donc, quand on regarde l'histoire de l'Amérique, et c'est ce que Ellen White nous dit, les États-Unis, le fondement des États-Unis, c'est la liberté et l'égalité. Et ces deux concepts, ces deux principes se retrouvent dans leurs deux documents, la Déclaration d'indépendance et la Constitution. Donc, si aujourd'hui, en 2023, notre présent et notre loi du dimanche parlent de l'égalité et de la liberté, ce n'est pas pour rien. D'accord? Mais si l'histoire se répète ligne sur ligne, dans les deux premières lois du dimanche précédentes, que ce soit en 1850 ou en 1888, ces deux principes fondateurs doivent aussi se retrouver dans ces lois du dimanche. Le conflit entre la liberté et l'égalité. Même si ce n'est pas écrit noir sur blanc dans Premiers Écrits ou dans la Tragédie des siècles, mais comme c'est le fondement même de l'Amérique, quand il y a une loi du dimanche qui veut renverser le fondement de la nation, ces deux principes fondateurs doivent se retrouver. On continue notre ligne historique. Donc, on comprend que jusque-là, être libéral était une bonne chose au niveau politique. Mais pourtant, l'Amérique a commencé par étant conservatrice, par rapport aux pères pèlerins. Donc, est-ce que le conservatisme n'était pas dans cette histoire? C'est la question qu'on pourrait se poser.
D'accord? Donc oui, selon mes recherches, oui. Et il y avait... Alors c'est là, moi, je n'ai pas trop compris, je n'ai pas fait Sciences Po et Sciences Éco. Mais il y avait différents types de conservatisme, mais qui s'appelaient les conservateurs libéraux ou les conservateurs modernes. On ne va pas rentrer dedans parce que moi, je n'ai pas trop bien compris. Mais je veux juste vous dire, c'est quoi être libéraux et être conservateurs, qu'on sache de quoi on parle. D'accord? Donc, c'est une définition générale. Diapo? Donc, c'est quoi être libéraux? Quelqu'un veut-il lire? Être des libéraux. Quelqu'un veut-il lire? Comme ça me permet de boire. C'est quoi être des libéraux? Ceux qui veulent souligner les convictions anticonservatrices et qui ont peu de propension à survaloriser les traditions séculaires. Le libéralisme marche avec modernité, le progrès. J'ai mis la progrès, pardon, c'est le progrès. C'est quoi des conservateurs? Personnes dont l'état d'esprit tend à conserver les traditions, l'ordre établi. Donc, même si dans cette histoire de la guerre d'indépendance, les 13 colonies et celles qui se sont rajoutées avaient cet état d'esprit libéral au niveau du libre-échange, au niveau du commerce, d'accord, et au niveau de la gestion de la politique de la nation. Néanmoins, elles étaient conservatrices dans leurs valeurs et dans leurs traditions. Mais au fur et à mesure que les États-Unis se construisent, on va voir que ce conservatisme qui se manifestait dans la tradition des valeurs morales et familiales et religieuses, il commençait à y avoir une séparation, une distinction qui se faisait progressivement. D'accord? Et quand on arrive à la date de 1920, c'est là vraiment, c'est encore un autre point tournant, c'est là qu'on va voir cette séparation. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que vous ne saurez pas forcément. Lors du Ash Center avec Michael et Sophie, on en a parlé un peu. Sophie, tu disais? Non, je crois que ce matin on avait parlé de la première vague du féminisme, 1920, mais il y a encore aussi le fondamentalisme aux États-Unis, mais je ne sais pas à quoi tu voulais faire référence. Ok, je ne pensais pas à ça, mais c'est vrai que ça rentre dans notre thème, mais c'est pas ça que je voulais marquer, parce que ce que je suis, le thème que je suis là, c'est comment il va y avoir cette scission bien distincte. Quel élément qui va amener cette scission bien distincte entre un petit gouvernement et un grand gouvernement? Alors, tu as mis 1920, moi je pense à 1929. Non, c'est 1920. Eh bien, je ne sais pas alors. On va commencer progressivement là. Alors là, vous en avez parlé pourtant, Michael et toi, c'est au niveau de la science. Donc, rappelez-vous la deuxième histoire des enfants pour tout l'été, d'accord, si vous voulez aller en profondeur avec eux. Donc, la notion du créationnisme, il y a deux N à création, bon, je ne sais pas, créationnisme, il y a deux N, je ne sais pas. Donc, je mets création et évolution. À ce niveau-là, les protestants n'étaient pas intéressés dans la politique. D'accord? Ils ne sont pas inclus dans la politique en 1920. Ils combattent contre cette nouvelle idéologie vague dans leur école où la science est introduite et où une nouvelle conception du monde est donnée. Donc, on sait que ce sont des protestants, donc des religieux qui ont colonisé l'Amérique, et il y a donc des groupes, des lobbyistes assez puissants, qui viennent pour emmener quelque chose de contre-biblique. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Il y a un clash, merci Johanna. Et qui est-ce qui va décider de la légitimité ou pas? Oui, mais quel organisme dans la société? Est-ce l'exécutif, le législatif ou le judiciaire? Quand il y a un problème de ce type, qui est-ce qui tranche? Le judiciaire. Donc le judiciaire, je ne me rappelle plus du cas, et je ne l'ai pas marqué, va trancher sur s'il est possible ou pas dans les écoles d'enseigner l'évolution. D'accord? Et c'est la science qui gagne. Pourquoi, selon vous? C'est quoi les deux fondements de l'Amérique? On a dit liberté, égalité, mais Ellen White a dit quoi encore? Elle dit républicanisme et protestantisme. Le républicanisme, c'est quoi? C'est tout ce qui est laïque. C'est la laïcité. Donc, séparation, Église-État. Donc, séparation, Église-État, à ce niveau, à partir de 1920, il y a vraiment donc plusieurs cas grâce à ce procès qui a été gagné par, on va dire, les laïcs ou les athées. La prière aussi, après, dans les écoles. On va aussi s'attaquer à ça, progressivement. À toutes les formes de culte ou bien de pratiques religieuses qui sont intégrées dans la nation. D'accord? Aux États-Unis, il n'y a pas que des protestants. Hein. On a vu les menaces. Il y a les juifs, les athées, les libres penseurs, les adventistes, les catholiques. Donc, à l'époque, il y avait tout ça. Donc, il ne faut pas être surpris du fait que les autres voix aussi veulent se faire entendre et construire aussi la nation telle qu'ils l'entendent. Donc, à ce niveau-là, les protestants, eux, ils se désintéressent de la politique. Et ils vont, la branche fondamentaliste, elle va un peu s'éloigner, on va dire. Je ne me rappelle plus d'où, mais ils vont un peu s'éloigner. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est en rouge, il y a un point tournant, et c'est là, Sophie, que tu vas nous dire qu'est-ce qui se passe. La crise de 1929 et l'intervention de Roosevelt, c'est ça que la diapo que tu avais mis tout à l'heure, où on pose la question de l'engagement d'un gouvernement par rapport à la crise boursière. Alors, tu fais référence à cette citation qu'on va remettre, parce qu'elle est vraiment intéressante. Non, c'est pas là. C'est au début. Je retrouve pas. Alors, c'est là. Le débat sur l'engagement, voilà, débat sur l'engagement du gouvernement fédéral pour promouvoir le bien-être général et garantir les bienfaits de la liberté pour nous-mêmes et notre postérité se poursuit aujourd'hui. Et là, il cite qui? Hoover, 2 candidats à la présidence, et Roosevelt. Est-ce que vous connaissez ces présidents? Je peux comprendre si on ne connaît pas. Moi, je ne les connaissais pas forcément. Alors, attendez, parce que là, il faut que je retrouve. Donc, rappelez-vous, on va faire un peu. On fait un peu un résumé. On est là. On va arriver dans les années 1930, qui est un point tournant. Au début des États-Unis, il y a 2 groupes de chrétiens, des protestants qui arrivent, conservateurs ou très très conservateurs ou un peu moins conservateurs. Il y a 2 économies en place. Une économie agricole qui a besoin d'esclaves et qui dépend donc pour la vente de ses productions du grand gouvernement, et le Nord qui est une ville industrielle et qui ne dépend pas du grand gouvernement. D'accord? Donc, comme c'est un nouveau continent, on l'appelle le Nouveau Monde, il y a forcément des guerres territoriales, il y a déjà des Indiens qui sont là. Donc, les Indiens vont aller avec soit les Français, soit les Anglais pour les guerres, mais c'est les Anglais qui ont gagné, donc ils font une loi, le Project Line, pour pouvoir protéger le territoire des Anglais. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'au bout de ces 7 ans, l'Angleterre est ruinée, elle va essayer de contrôler le commerce de ces riches colonies pour pouvoir avoir de l'argent. Mais pour contrôler son commerce, elle va forcément imposer des taxes et privilégier ses propres alliances avec l'Inde. D'accord? Donc du coup, eux, les Américains sont contre ça, ils se révoltent et ils vont faire la guerre d'indépendance.
Et dans cette guerre d'indépendance, ils vont dire, nous, on veut être libres. On est égaux aussi, on est égaux comme on est égaux aux Britanniques, parce qu'on reconnaît que Dieu nous a créé tous les hommes égaux, ce qui est faux, puisque il y a l'esclavage. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ils disent, ils veulent cette liberté, ils revendiquent cette égalité aussi, et ils sont libéraux. Donc, c'est une bonne chose d'être libéral à cette période-là. Parce que le fait d'être libéral va permettre qu'ils se dissocient du grand gouvernement qui veut les taxer, les contrôler et légiférer leur commerce et leur vie. Ils vont mettre en avant leur droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Et on a vu que la recherche du bonheur, c'est le droit de propriété, le fait de pouvoir choisir son travail, son éducation, d'acquérir ou pas, le mariage, etc. Donc, toute la recherche du bonheur, c'est enfin ce qui constitue le bien-être de l'être humain et sa liberté. Donc, cette notion de liberté va être vraiment quelque chose d'enraciné chez l'être humain, parce que c'est un droit inaliénable, Dieu nous l'a donné à tous, et ils vont le mettre dans toutes les sphères, au détriment de l'égalité, puisqu'il y a l'esclavage à ce niveau-là. Ils vont faire donc cette guerre, ils vont organiser leur nation, mais comme c'est une nation chrétienne, mais il n'y a pas que des protestants européens, il y a aussi des catholiques européens, il y a aussi des Chinois qui viennent, il y a aussi des Juifs qui viennent, donc c'est un brassage cosmopolite et avec plusieurs religions. Bien sûr, religion opposée à athéisme, et même les catholiques et les juifs et les autres, ils ne voulaient pas que la prière soit au sein de l'école. Ils ne voulaient pas que la création soit enseignée au sein de l'école. Ils voulaient qu'on apporte une autre source d'information. Et face à ça, les protestants se sont retirés, n'ont jamais été vraiment dans la vie politique, mais ils ont mené la bataille et ils l'ont perdue. Donc vraiment là, ils se sont séparés de la politique, comme s'ils vont un peu à part faire leur vie, en 1920. En 1930, 29-30, Sophie, qu'est-ce qui se passe? Ah, je dois redire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ça? En quelques mots, dis-nous qu'est-ce que... En 1929, il y a un krach boursier qui atteint profondément la population américaine et qui aggrave la pauvreté. Donc, même s'il y a une crise boursière, les plus riches arrivent encore à s'en sortir, mais pour les plus pauvres, c'est très compliqué. D'où se pose la question, est-ce que le gouvernement doit intervenir ou pas? Et tous ceux qui sont plutôt républicains, libertaires, ou pour le libéralisme économique, sont contre l'intervention du gouvernement. Ok, merci. Donc, quels sont les intervenants dans cette histoire? Alors, si on peut juste résumer un peu, c'est quoi le conservatisme libéral à cette époque? Donc, c'est le capitalisme, d'accord? On va le mettre là. C'est quoi le conservatisme à cette époque? Donc, c'est le capitalisme, donc le laisser-faire, hein. Ensuite, c'est tout ce qui est le protectionnisme. On l'a vu, le protectionnisme, on le voit encore, hein. Make America Great Again. On le voit, le protectionnisme. On va taxer plus lourdement les produits étrangers pour favoriser notre propre économie. Donc, le protectionnisme. Et aussi l'isolationnisme. Donc, c'est ça, avant 1930, c'est ce qu'ils prônaient. Et c'est ce qu'on appelle donc le conservatisme libéral. Moi, ça me gêne un peu parce que, bon, je n'ai pas fait d'économie, hein, mais je trouve que c'est deux protagonistes. Vous voyez, c'est clivant les deux termes. Mais bon, c'est comme ça qu'ils disent. Et après, ils vont dire conservatisme moderne, libéral. Donc, d'accord, donc, voici ce qu'il faut retenir. Et quand vous regardez aujourd'hui, la droite, c'est pas différent, c'est toujours les mêmes choses. Donc l'histoire de 1930, point tournant, quand il y a eu cette scission entre, on va dire,
conservatisme versus libéral, l'isme, quand il y a eu cette scission en 1930, on voit deux acteurs qui entrent en jeu et qui représentent chacune de ces deux idéologies. Donc, pour le conservatisme, c'est Hébert-Hoover, et pour le libéral, c'est FDR, Franklin Delano Roosevelt. OK? Ce qui s'est passé, c'est quoi? Alors, Sophie nous l'a dit. Il y a un crash boursier qui fait que les banques, les gens qui ont investi, les banques prêtaient, et les gens qui ont investi se retrouvent ruinés. Il n'y avait pas vraiment de législation protégeant les travailleurs, les enfants aussi et les femmes aussi pouvaient travailler des heures et des heures, sans aussi jours de repos, etc., et dans des conditions très difficiles. Et il y avait aussi ce conservatisme social, d'accord? N'oublions pas. Il y a aussi ce conservatisme social parce que nous, en 2018, le Seigneur, il nous demande quoi, en 2018? De laisser notre conservatisme social pour rentrer dans un conservatisme, dans un libéralisme social. Ça veut dire pas de racisme et nationalisme, pas de sexisme et pas d'homophobie. Donc on retrouve les mêmes composantes, et c'est pour ça qu'Ésaïe 46:10 nous a dit de revenir, pour comprendre le présent et le futur, retourner vers le présent, parce qu'on voit que l'histoire, elle se répète. Donc, 1930, il y a donc une guerre déjà culturelle qui se passe au niveau des convictions religieuses, ou bien, on va dire, entre deux modèles éducatifs, en 1920. D'accord? Et ensuite, alors que là, tout le monde était OK pour être libéraux, à partir de 1930, on voit que c'est plus OK. Donc, Franklin Roosevelt, il va amener tout ce qu'on appelle l'idéologie du New Deal, ou la Nouvelle Donne, qui va légiférer quoi? Le droit du travail, le commerce. Il va donner une sécurité sociale, ou bien on va dire une justice sociale. Il va faire donc il va mettre des taxes aussi, etc., etc. Ça vous rappelle quoi? En voulant mettre en place toute cette législation, ou tout ce programme, là, son gouvernement démocrate devient comment? Un grand merci. Ça devient donc un grand gouvernement. Et si on retourne en 1776, les Américains se sont battus contre quoi? Un grand gouvernement. Donc, en fin de compte, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent mettre en place un grand gouvernement. Ça veut dire ramener le pays avant cette scission. Donc pour eux, c'est un retour en arrière. Maintenant, comment vont se comporter les évangéliques, les protestants conservateurs? Rappelez-vous, comment ils vont se comporter et comment les businessmen vont se comporter? C'est ça toute notre question, parce que la LD, c'est une question politique, mais il y a des individus aussi qui sont impactés, d'accord? Il y a des entreprises. Donc on voit que le conservatisme, on va lire cette citation qui me semble intéressante. Le conservatisme social se concentre sur le maintien des traditions qui se manifestent dans les années 1920 par la peur de tout ce qui est étranger, donc ça on n'en a pas parlé, y compris les socialistes, les immigrés, les minorités. Il est également à l'origine de la prohibition et de l'interdiction de l'enseignement de l'évolution par les protestants fondamentalistes. On peut rajouter aussi
puisque c'est le maintien des traditions, la première vague du féminisme à laquelle tu faisais mention, Sophie, tout à l'heure. D'accord? Donc vous voyez que 1920, c'est un point tournant aussi. Mais le point qui m'intéresse, moi, dans mon étude, ce n'est pas 1920, c'est 1930. Parce que c'est là où on voit cette notion de grand gouvernement versus un petit gouvernement. Alors que là, au niveau politique, c'était une bonne chose d'être libéral, là, on voit qu'il faut être libéral, mais dans certaines conditions. Pas dans la condition comme le grand gouvernement qui voulait réguler notre commerce, qui voulait nous taxer et qui voulait nous empêcher de nous agrandir, etc. Là, il y a une législation qui doit être mise en place et qui est mise en place. La philosophie américaine, c'est quoi? Le droit de la propriété, rappelez-vous. D'accord? C'est vraiment l'essence même aussi de la recherche du bonheur, ce principe mis dans la déclaration d'indépendance. Donc cette recherche du bonheur, qui est un autre synonyme pour droit de propriété, qui fait la stabilité de la société aussi, c'est aussi, diapo, ce qui va permettre à la nation d'être prospère. Mais qu'est-ce qui va permettre à la nation d'être prospère? C'est cette liberté d'entreprendre. Mais comment? Par le dur labeur de chaque individu et non sur un État-providence. Le grand gouvernement, qu'est-ce qu'il promet? Puisque, comment il s'appelle? Franklin Roosevelt, qu'est-ce qu'il a voulu mettre en place? Une justice sociale. Pour promouvoir cette justice sociale, qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est-ce qui va la payer? Les riches. Mais les riches, et qui d'autre encore? L'État. Mais l'État, c'est qui l'État? Derrière l'État, il y a qui? Il y a vous et moi. Donc il y a les Américains. Les pauvres comme les... Quoi, ça ne sera pas les pauvres, puisque c'est les pauvres qui vont bénéficier, mais la classe moyenne et la classe aisée. Donc, mettre en place une justice sociale, c'est mettre en place un État-providence, et par rapport à la liberté, c'est quoi? C'est enlever, oui merci Gérard, c'est enlever ma liberté, c'est me spolier, me voler les fruits de mon dur labeur. Si moi je peux travailler dur, pourquoi Johanna ne peut pas travailler dur pour réussir comme moi? Elle a les mêmes chances que moi. C'est ça la philosophie qui est derrière. Puisque l'Amérique, on dit, c'est la terre où tout le monde, n'importe qui peut être président, n'importe qui peut devenir riche. On n'a pas besoin de diplôme. On peut venir là, on a une idée, on la met en place et on peut devenir multimillionnaire ou milliardaire. Donc la chance est à la portée de tous. Et pour avoir cette aisance financière, ça passe par quoi? Par un dur labeur, c'est ton droit de propriété. C'est ta recherche du bonheur, c'est ta liberté. Alors si déjà c'est un droit inaliénable, pourquoi tu ne le mets pas à profit? Et tu te replies ou tu t'attends sur un État-providence, un grand gouvernement qui va enlever ma liberté, qui va enlever une partie de mon argent pour te permettre de vivre, pas forcément décemment, mais au moins avoir un minimum. Non. Donc c'est ça la philosophie, n'oubliez pas ce qu'il y a derrière. Donc forcément, quand Franklin Roosevelt veut mettre en place toutes ces mesures, le Parti républicain, qu'est-ce qu'il dit? Qui est pro-libéral, il dit non. Et c'est ce qu'on va voir. Est-ce que vous me suivez? C'est peut-être un peu compliqué ou je ne sais pas, mais il nous faut comprendre que ce qu'il nous faut comprendre, c'est que 1930, c'est un point tournant et c'est là qu'on voit entrer cette notion de petit gouvernement et grand gouvernement. C'est là qu'on voit cette scission idéologique vraiment présente et médiatisée en Amérique par rapport à ces deux idéologies. Rappelez-vous, quand on dit petit gouvernement ou grand gouvernement, on parle de parti républicain, parti démocrate, aile droite, aile gauche, liberté, égalité. Et on est dans le sujet de la loi du dimanche. D'accord? Donc, n'oubliez pas, on ne perd pas le fil. Qu'est-ce qui se passe encore? Donc, on a vu le crash boursier, d'accord?
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, diapo, s'il vous plaît. Donc, on a d'un côté le démocrate Franklin Roosevelt et de l'autre côté Herbert Hoover. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il promeut quoi? Le libéralisme économique, donc un petit gouvernement, d'accord, les républicains. Donc, dès le départ, l'idéologie et la philosophie des républicains, c'est un petit gouvernement, la liberté, d'accord? Et les valeurs traditionnelles et familiales, l'ordre établi. Donc, c'est pour ça pour moi, cette étude, ça m'a vraiment permis de comprendre vraiment cette transition que Dieu veut nous montrer. Il veut que j'ai et que nous ayons. Et vraiment, à quel point on était vraiment du mauvais côté. Donc, en 2018, quand il nous dit deux sources d'information conservateurs libérales, et qui nous dit qu'on doit passer du conservatisme au libéral, le thème de l'égalité se trouve déjà dedans, alors qu'on ne l'a pas encore développé. Le thème de la liberté se trouve déjà dedans, bien qu'on ne l'ait pas encore développé. Donc, il ne fait que répéter et élargir le même sujet depuis 2018. Et même si, en 2018, on n'a pas développé le racisme, nationalisme, sexisme, homophobie, quand on lit la définition et leur programme, on voit bien que le conservatisme social, c'est le maintien des traditions. Et le maintien des traditions, c'est quoi? C'est le système patriarcal. La femme au foyer, la femme qui fait des enfants, vous voyez? Bon, c'est simplistement dit, mais c'est juste un exemple. Donc, lui, il est donc pour une politique isolationniste et protectionniste. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'était pas question de venir en aide à la population, notamment pour ne pas développer la mentalité d'assistanat et de dépendance. Dépendance de qui? De l'État. Donc, vous voyez que dès le départ, le Parti républicain, il n'est pas pour l'égalité, la justice sociale. Qu'est-ce qu'il disait encore? Il a les individus et les... Bon, bref, on va prendre juste en rouge. Il a défendu sa croyance en une Amérique dont les fondements étaient les libertés individuelles, des gouvernements limités et des citoyens autonomes et responsables. D'accord? Donc, ça va avec la citation qu'on a vue tout à l'heure, qui dit que la prospérité du pays repose sur le dur labeur de chaque individu et non sur un État-providence. Parce que sinon, ça spolie, ça prend une partie de ma liberté. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Franklin Roosevelt, le démocrate? Donc, il a eu 4 mandats présidentiels, d'accord? Il est aussi pour un libéralisme, c'est normal, puisque, rappelez-vous, c'était une bonne chose d'être libéral à ce niveau-là, parce qu'il fallait que le pays prospère, etc. Donc, c'était normal. Mais quand il y a eu la crise, c'est là qu'ils se sont dit, non, il faut que ce soit légiféré, ce soit contrôlé, qu'il y ait des garde-fous. Donc, et lui, il va mettre en place aussi cette notion de justice sociale et d'égalité. Et on sait que c'est le Parti démocrate, en 1964, qui a mis avec le président Johnson, qui a mis en place le Civil Act. Hein, c'est ça? Right Act, les droits civiques, d'accord, donnant cette égalité des chances dans le logement, dans le travail et autres, aux minorités et aux Noirs. Donc, et lui, il pensait que les malheurs de la nation étaient le résultat d'une trop grande influence d'un petit groupe d'hommes riches motivés par des objectifs égoïstes. L'exercice de leur droit de propriété a porté atteinte à la liberté des individus et le gouvernement doit intervenir pour protéger les moins fortunés. Donc, il était favorable à une planification gouvernementale des problèmes sociaux et économiques. Et il a continué à mettre en place ou à soutenir une législation et des mesures exécutives visant à promouvoir le bien-être général
à accroître le rôle du gouvernement dans la vie des individus et à rechercher la justice sociale par le biais de l'action fédérale, un grand gouvernement. D'accord ? Alors, rappelez-vous les raisons de la guerre d'indépendance, des États libres et indépendants, une économie de libre-échange, un gouvernement limité, une liberté individuelle collective et politique. Donc, tout le contraire de ce que le Parti démocrate veut faire. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Maintenant, quel est le rôle des hommes d'affaires et des religieux ? Parce que il nous faut comprendre un peu le rôle des protestants aussi dans cette histoire. Alors, les hommes d'affaires, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Puisqu'on va les taxer, d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Eh bien, ils ont cherché le concours. Rappelez-vous, les États-Unis, c'est une nation, c'est des protestants qui la constituent. Donc, ils ont dit que la conviction que l'Amérique est fondamentalement et formellement une nation chrétienne est née dans les années 1930, lorsque des hommes d'affaires ont enrôlé des activistes religieux dans leur lutte contre le New Deal de Franklin Roosevelt. Des sociétés telles que General Motors ou Hilton Hotel ont financé des ecclésiastiques conservateurs, les encourageant à attaquer le New Deal comme un programme d'étatisme païen qui pervertissait le principe central du christianisme, le caractère sacré et le salut de l'individu. Leur campagne pour la liberté sous Dieu a culminé avec l'élection de leur proche allié Dwight Eisenhower en 1902. Donc là, qu'est-ce qu'il nous fait le 52 ? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Nous sommes dans les années 1930. Il va comparer cette année électorale, présidentielle. Donc, il y aura donc un président là, des business, les hommes d'affaires, plus le religieux. D'accord ? Là, en 1952, il y aura un président, les businessmen et les religieux. C'est la même histoire qui se passe. Et dans cette histoire-là, comment nous sommes allés dans cette histoire-là ? Quand on était dans la dispensation 2014-2019, on a utilisé la prophétie des 2520, le chiffre 63, pour aller dans cette histoire-là. Et dans cette histoire-là, par rapport à la loi du dimanche, qu'est-ce qu'on a vu ? C'était quoi le thème ? On l'a vu là, les mois précédents. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quels sont les acteurs ? Le président, on dit que c'est Dwight Eisenhower. La menace, c'est qui ? Le socialisme. On va mettre le socialisme. Et ensuite, les religieux, c'est qui ? On avait vu les chevaliers de Colomb. Mais là, est-ce que c'est les chevaliers de Colomb qui nous montrent ? Ils nous montrent, on est dans l'histoire de sous Dieu, la devise Under God, l'union Église-État, sous Dieu. Mais là, ils nous montrent un autre acteur, un évangéliste. Très bien connu, merci. Un évangéliste. Oh, bref, un évangélique. Oh. Billy. Et qu'est-ce qu'il a mis en place ? La prière des petits déjeuners. Rappelez-vous, en 1920, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand on a voulu mettre l'évolution au sein de le programme scolaire par rapport à l'évolution, les protestants, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont perdu, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont retirés de la vie politique. Ils n'étaient pas vraiment ancrés dans la vie politique, ils n'étaient pas du tout même. Mais là, on voit l'introduction du parti, on voit l'introduction des évangéliques fondamentalistes qui entrent dans la scène politique, dans l'exécutif. Donc on voit cette union Église-État dont nous parle Ellen White. Mais elle nous parle de cette Église Union-État en 88 avec A.T. Jones et la NRA.
mais on voit que dans cette histoire de 1952, il y a cette histoire de sous-Dieu, la devise américaine, et on voit déjà cette union Église-État, avec un président qui est républicain et qui va dans cette direction-là. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce que je veux montrer? Que le religieux, les protestants évangéliques, endossent-ils la philosophie d'un grand gouvernement ou d'un petit gouvernement? D'un petit gouvernement. Parce qu'ils se mettent du côté du républicanisme, des républicains, pardon, et ils veulent promouvoir la liberté, et c'est ce qu'on a vu dans la citation, d'accord? Et ils veulent également promouvoir cette union Église-État. Par rapport à quoi? Par rapport à notre thème. Ça ne sera pas par rapport au jour d'adoration, dimanche. On n'est pas dans cette dispensation de 88. Par rapport aux valeurs familiales et religieuses, donc le féminisme. Ils sont antiféministes. D'accord? Ils sont pour le maintien de l'ordre établi. Donc ils seront pour « Femmes, taisez-vous » dans l'Assemblée, à moins que je vous donne l'autorisation. Vous voyez, ils seront dans cet état de figure-là. Donc les compagnies, les multinationales, ne pouvant combattre frontalement le Parti démocrate représenté par Franklin Roosevelt, parce que imaginez que la nation, après le crash boursier, ait vraiment le soutien dans son programme, va chercher le concours du religieux pour pouvoir démonter, en fin de compte, pour pouvoir discréditer le programme social et autres de Franklin Roosevelt. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis ou je vous donne trop d'informations et vous êtes perdus dans notre ligne d'histoire? Ce que je vais vous montrer, c'est quoi au juste? Ce que je vais vous montrer, c'est que premièrement, être libéral, c'était bien. Ensuite, progressivement dans l'histoire des États-Unis, l'égalité et la liberté sont leurs fondements, c'est leur socle. Ils se battent pour ça. Ils se battent pour sortir sous la tutelle d'un grand gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, ils sont unis dans cette idéologie du libéralisme, d'accord? Politique et économique. Mais en 1920, déjà, on voit une scission au sein du pays. Il y a un clivage au niveau de la religion ou l'athéisme. Est-ce que dans les écoles, il faut introduire les programmes religieux ou pas, ou scientifiques ou pas? Ils sont divisés sur le mouvement de la première vague du féminisme, parce qu'ils sont conservateurs et ils veulent que la société reste dans l'ordre établi et qu'elle promeut les valeurs traditionnelles, morales et religieuses. Mais en 1930, crash boursier, en 1929, c'est l'année des élections aussi. Il y a une élection qui va se passer. Et on voit là la bataille, le clivage qu'il y a entre républicains et démocrates. Et c'est à ce moment-là que cette notion de petit gouvernement versus grand gouvernement se met en place. Elle est vraiment criante. Et c'est une des caractéristiques pour identifier le parti politique de la droite ou de la gauche. Donc, quand dans les VEP numéro 4, l'ancienne thèse a dit quelles sont les valeurs de la droite, pour pouvoir comprendre la raison pour laquelle nous sommes passés de la droite vers la gauche, il nous faut comprendre les valeurs de la droite. Si on ne comprend pas les valeurs de la droite, notre transition, elle est inutile, elle est vaine, parce qu'on ne comprend pas. Donc, ça nous a ramené dans cette histoire-là, l'histoire du New Deal, pour comprendre que c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette notion de petit gouvernement versus grand gouvernement, et ce clivage au sein des partis politiques. Bien que tout le monde était conservateurs libéraux, mais maintenant, il y a vraiment, ça se sépare vraiment progressivement. Donc, nous avons petit gouvernement pour les républicains, grand gouvernement pour les démocrates, parce que leur vision maintenant de la politique et de la nation change. Ils veulent amener une égalité pour tous.
Mais cette égalité pour tous qu'ils veulent amener, les républicains pensent que c'est une entrave à leur liberté et une entrave à ce pourquoi ils se sont battus en 1776, le cœur de la nation, la guerre d'indépendance, la liberté, le droit de propriété. En gros, c'est ce que je veux vous montrer, cette histoire, pour que vous soyez enracinés dans le fait qu'il nous faut comprendre les valeurs de la droite, donc petit gouvernement, grand gouvernement, qui les caractérise, et pourquoi ça les caractérise. Et pourquoi aujourd'hui encore, ce débat, il est en train d'être vécu, encore aujourd'hui, par rapport au droit à l'avortement, par rapport aux personnes LGBT, par rapport maintenant à la contraception, par rapport à toutes les mouvances qu'on voit. Et ça, cette justice sociale, ce droit de propriété, etc., c'est une démocratie seulement qui peut nous l'offrir. Et la LD nous montre que quoi? Que cette démocratie, elle va parler comme un dragon bientôt. Donc ça veut dire qu'elle va renier tous ces principes fondamentaux qui fait d'elle ce qu'elle est, une démocratie. Donc c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui et il nous faut comprendre. En gros, c'est ce que je veux vous montrer. Donc, les libéraux désignent aux États-Unis les démocrates qui sont favorables à une intervention de l'État, d'accord? Le libéralisme s'oppose au conservatisme de droite. Donc, petit gouvernement versus grand gouvernement. Donc, ce grand gouvernement veut donner une justice sociale, veut réglementer et est progressiste. Et tout ça, ça se passe en 1930. Hoover, le républicain, dans son discours, se défie à la liberté. Il présente sa conception de la liberté et le rôle du gouvernement qui ne doit pas étendre ses pouvoirs ni taxer les individus. Tandis que Roosevelt, lui, l'égalité des chances économiques pour tous, il va présenter sa politique du New Deal et revendiquer un grand gouvernement pour plus d'équité en matière sociale, de justice, de travail et de richesse. Jusque-là, est-ce que c'est bon? C'est beaucoup d'informations. Vous voulez qu'on s'arrête ou Je vous montre juste ça et puis après on s'arrête. Donc, Roosevelt, pour que vous voyez que ce n'est pas moi qui l'invente, il dit que l'égalité politique doit amener une égalité économique. Pour lui, l'organisation de la nation, parce que la Constitution en 1787, d'accord, elle organise la nation, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et après, le Bill of Rights nous donne tous les articles sur l'égalité, les amendements, d'accord? Donc lui, ce qu'il dit, l'égalité politique, qui a été conçue en 1780, à partir de 1787, ne peut pas être dissociée d'une égalité économique. Tandis que la droite, elle dit le contraire, le dur labeur, chaque personne, d'accord? Et les hommes ne pouvaient plus poursuivre la quête du bonheur. Si cette liberté n'était pas réelle, si cette liberté économique n'est pas réelle, les hommes ne peuvent plus poursuivre leur quête du bonheur. Donc, il nous ramène à la guerre d'indépendance. Vous voyez, à la déclaration d'indépendance. Donc, lui, il comprend le sujet de cette manière-là. Et pour donner à tous cette liberté économique et politique, et cette possibilité de poursuivre, d'acquérir la recherche du bonheur, il faut que le gouvernement soit organisé en un grand gouvernement. D'accord? Il faut qu'ils aient le droit de vote, mais aussi qu'ils aient le droit à la vie, au travail. Il faut que le citoyen soit protégé, qu'il ait les mêmes chances sur le marché de travail. Et on sait qu'à cette période, les hommes et les femmes n'avaient pas, les hommes noirs et les femmes et les minorités n'avaient pas les mêmes chances que les hommes blancs. D'accord? En 1920, j'ai oublié, il y a eu aussi le Ku Klux Klan qui proposait aussi leur ordre social
à l'Amérique. Donc là, il y avait vraiment un clivage, d'accord? Maintenant, Ouvert, lui, qu'est-ce qu'il dit? La diapo? Il nous dit que le Parti républicain est le seul gardien de l'arche de l'alliance avec sa charte de la liberté. Donc il le relie tout de suite aux 10 commandements. D'accord? Donc c'est eux les garants de l'ordre religieux. Il y a une mouche qui m'énerve. De l'ordre religieux et du document de la déclaration d'indépendance. D'accord? Et quand on ne va pas lire tout son discours, mais si on compte son discours, vous voyez en rouge, il y a beaucoup de mots liberté, liberté, liberté. Je l'ai souligné pour que vous puissiez voir que vraiment, l'éthos ou la caractéristique qui identifie le Parti républicain dès 1930, c'est vraiment la liberté. Et l'éthos ou la caractéristique qui identifie les démocrates dès 1930, c'est l'égalité. Donc l'histoire de l'égalité, liberté, petit gouvernement, grand gouvernement, républicain, démocrate, conservateur, libéraux, ça nous ramène vraiment le tournant en 1930. Si on veut commencer l'histoire, c'est là. Nous, on commence notre histoire en 2018 parce que c'est là qu'il y a un changement. Donc, si on compare la ligne interne et la ligne externe, nous, c'est 2018 en tant que mouvement, mais eux, c'est 1930. D'accord ? Et juste pour vous montrer ce qu'il dit Hoover à la fin, et je répète, la déclaration qu'il y a 4 ans, cette campagne présidentielle est plus qu'un concours entre 2 hommes, c'est un concours entre 2 philosophies de gouvernement. Donc liberté, égalité. Est-ce que la liberté donne droit à discriminer un être humain, ou est-ce qu'il faut que ce soit l'égalité qui prime sur la liberté? Et aujourd'hui encore, on est dans cette dualité. Donc je vais juste après vous mettre 38. Qu'est-ce qui s'est passé en 38? Il y a eu donc un homme qu'il faut connaître dans cette histoire, et puis on termine, il s'appelle Robert Taft, et c'est lui qui amène donc cette notion de parti républicain conservateur. Mais au départ, c'était des modérés, parce que lui, il était conservateur, je vous mets son image, il était un conservateur, c'est lui qui a mis en place toute la philosophie conservatrice du Parti républicain, mais à l'époque, c'était modéré, parce qu'il était pour une justice sociale pour les Noirs. D'accord? Mais à part 1938, c'est lui le père, en fin de compte, des républicains et de la vision républicaine du parti. C'est ce qu'il faut comprendre, mais que c'était modéré s'il faut comparer, contraster à aujourd'hui. Donc, Taft a renforcé la tendance conservatrice du caractère américain et a mené la résistance aux démocrates libéraux à leur philosophie de grand gouvernement. Donc, c'est lui aussi qui a mis en place tout l'argumentaire contre les démocrates pour leur décision, leur souhait de mettre en place un grand gouvernement, alors que dans cette période-là, avant 1930, il n'était pas question de grand gouvernement, ou c'était un grand gouvernement limité, comme Sophie nous avait dit, dans chacun des États. Alors qu'avec Roosevelt, là, il dit non, il faut que ce soit un grand gouvernement qui contrôle tout, et il y a une décentralisation, donc c'est hiérarchique, d'accord? Et c'est lui qui a contribué à inspirer le mouvement conservateur moderne. Donc, retenez bien ça. On parle de conservateurs et de libéraux, mais il faut comprendre que ça nous ramène dans l'histoire de 1930 et ça nous ramène à cet homme, Robert Taft. Et ensuite, notre dernière date, 1942, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est à ce moment-là que les démocrates du Sud, ils vont avec le Parti républicain. Scission.
et scission avec les démocrates du Nord pour les républicains. Et ça se voit encore plus, c'est à ce moment-là que la scission commence à se passer entre les démocrates du Sud. On a vu les démocrates du Sud, Babel Beit, ceux qui sont vraiment qui étaient à l'époque les esclavagistes, une économie agricole. Aujourd'hui, on le voit encore. C'est pour l'histoire qu'on connaît bien le Sud et le Nord. Donc, eux, dans les années 60, il y a vraiment eu cette scission totale, mais elle commence en 1942. Et ce qu'on voit aussi, de nombreux électeurs noirs qui étaient restés fidèles au Parti républicain depuis la guerre de sécession ont commencé à voter démocrate après la dépression et le New Deal. Donc là, on voit un changement, voilà, un croisement, merci. Donc le Sud, les Noirs du Sud, ils vont voter démocrate, ils votent plus républicain, et les démocrates du Sud, ils vont voter républicain. Et là, vraiment, le paysage politique devient vraiment polarisé à partir de cette date des années 40. Et ensuite, ce qui nous intéresse, donc dans les années 50-60, c'est vraiment là qu'il y a cette scission et que les protestants, grâce à Billy Graham, commencent donc à s'intéresser à la vie politique pour être une force politique. D'accord? Donc, les évangéliques s'allient avec donc, le parti républicain. Et leur visage de proue, leur figure de proue, c'est Billy Graham. Et après Billy Graham, c'est qui? On passe dans les années de la majorité morale. Donc voilà un peu le fil conducteur sur l'histoire du petit et du grand gouvernement. Ça nous a fait remonter de 1619 pour voir ce courant protestantisme conservateur et la raison de ces deux ethos, égalité, liberté, qui sont donc le fondement de l'Amérique, qui ne devraient pas s'opposer, mais qui pourtant sont en conflit. Et on a essayé de retracer les raisons pour lesquelles c'est en conflit et pourquoi cet ethos, liberté ou égalité, représente deux partis. Et qui représentent deux partis qui ont deux visions différentes sur le type de politique et le type de gouvernement à avoir, mais sur aussi leur positionnement sur l'égalité des genres. D'accord? Donc quand notre point tournant en 2018, Dieu nous demande de passer du mouvement de conservateur social à libéral social, en retournant dans l'histoire des États-Unis, on comprend la raison pour laquelle il nous demande cela. Parce que ça ne représente pas la nature de son royaume, ça ne représente pas son caractère. Et s'il veut nous utiliser, il ne peut qu'avoir un peuple qui soit à son image. Et on va lire un peu ce qu'il dit Billy Graham, la diapo. Il nous dit « Franklin Roosevelt n'était peut-être pas lui-même l'antéchrist, mais son élection et les politiques qu'il a mises en œuvre étaient des signes que l'antéchrist allait bientôt venir. Et il demandait au peuple, donc, il était assuré de la fin des temps, et il disait aussi, il demandait aux évangéliques, donc à partir de 1950, d'élire des personnes qui partageaient sa vision anti-étatiste du monde. Donc à ce moment-là, il est demandé aux évangéliques fondamentalistes, aux protestants fondamentalistes, de se positionner politiquement, tandis qu'en 1920, l'inverse leur avait été demandé, quand il était question de création versus évolution. On voit qu'à partir de 1950, avec l'arrivée de Billy Graham, c'est une autre méthode qui est mise en place et qu'on a bien vu vraiment agir
avec la majorité morale. Et rappelons-nous que le New Deal, c'est la vague de fonds politiques et culturels qui a commencé à transformer le pays d'une manière qui allait contribuer au lancement du mouvement des droits civiques. S'il n'y avait pas eu le New Deal, il n'y aurait pas pu avoir ce mouvement des droits civiques. Et après, en 1964, le Civil Act Right, pour que les minorités, les Noirs, puissent avoir une égalité. Et ensuite, on sait que s'il n'y avait pas eu le mouvement civique avec Martin Luther King, il n'y aurait pas pu avoir la première et deuxième vague du féminisme, il n'y aurait pas pu avoir Stonewall et aussi cette demande, cette revendication des droits des personnes LGBTQ. Donc on voit que toute cette histoire-là du passé, en fin de compte, continue, répétition, élargissement aujourd'hui. Elle continue cette histoire et elle nous touche aujourd'hui dans notre présent en 2023. Donc ce n'est pas rien de retourner dans ces histoires pour qu'on les comprenne mieux et pour qu'on puisse mieux aussi appréhender ce que Dieu est en train de nous faire. On va s'arrêter là, on ne va pas rentrer dans le libertarianisme, mais vous voyez aussi que le libertarianisme, il est opposé au New Deal. Donc forcément, il est de droite et on ne peut pas adhérer à leur conception, même s'ils sont dans la même... ils ont des combats similaires avec ceux des démocrates. Mais leur idéologie se rapporte directement à l'aile droite. Donc maintenant, la LD, c'est quoi la forme? On voit bien que c'est une question politique qui touche à la liberté et à l'égalité. Et Ellen White, elle dit bien que la loi du dimanche, quand la loi du dimanche aura lieu, le principe fondamental des États-Unis, liberté, égalité, sera bafoué. Donc on voit aujourd'hui encore que ce principe de liberté et d'égalité est en opposition et est bafoué et que ça s'exprime à travers un petit gouvernement ou un grand gouvernement, à travers le Parti républicain ou le Parti démocrate, et que ça touche justement aux valeurs traditionnelles, familiales et religieuses, à l'ordre établi. C'est ça le conservatisme. Donc l'aile droite ou le petit gouvernement ou ceux qui prônent la défense de la liberté, ils veulent conserver ce statu quo, cet état, ces valeurs, cet état, ce qui fait la société. Et ce qui fait la société, c'est quoi? Le système patriarcal. D'accord? Et ça, ils ne veulent pas le renverser. Même s'ils octroient certains droits aux femmes, mais ils ne veulent pas vraiment qu'il y ait cette égalité entre les différents peuples et sexes. Donc du coup, la loi du dimanche, on comprend qu'on ne peut pas la mettre uniquement au niveau de la religion, que ça couvre, parce qu'il y a des politiciens qui sont de droite, qui ont les valeurs libertariennes et aussi qui ont ce principe de liberté, qui ne sont pas religieux, qui sont athées. Donc qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et on sait que l'Amérique est une Amérique post-chrétienne, les jeunes. C'est une Amérique post-chrétienne. Donc qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ils ne sont pas dans le contexte de la loi du dimanche? Non, on ne peut pas les mettre de côté. Donc on ne peut pas dire non plus que la loi du dimanche est une question sabbat-dimanche, parce que ce n'est pas le sujet qui est agité aujourd'hui. On n'entend pas que la Cour suprême est en train de légiférer sur la question d'adoration, mais elle légifère sur quoi? Sur les droits des femmes, sur l'égalité entre l'homme et la femme. Donc non, donc on voit bien que c'est une question qui touche à la fois la culture, et comme on a vu avec Maurice ce matin, la culture c'est quoi? C'est les enjeux sur la famille, notamment le droit à l'avortement, le rôle de la femme au sein de la famille, et ainsi que les droits des homosexuels. C'est un champ de bataille le plus évident en raison de son importance fondamentale comme institution dans la société humaine. Donc, et quand on parle de droits des femmes, des homosexuels, de l'avortement et ce champ de bataille, on est vraiment dans cette guerre culturelle et dans le thème de l'égalité des genres. Donc c'est à nous de le voir, à nous de le comprendre, mais pour le comprendre intellectuellement, il nous faut étudier, il nous faut discuter entre nous, discuter aussi avec nos amis pour voir ce qu'eux, ils pensent
et aussi pour pouvoir aussi nous permettre d'affiner aussi notre compréhension. On peut être sur une certaine compréhension et en discutant avec l'autre, il nous ouvre une autre fenêtre qui nous permet de mieux comprendre. Donc, en tout cas, cette guerre culturelle, elle a commencé en 91, on l'a vu, elle est rentrée dans le domaine public en 92, lors de l'élection de qui ? Bill Clinton, avec un républicain, j'oublie son nom, mais toujours est-il, le républicain a accusé Bill Clinton d'adopter un programme politique féministe. Donc si vous nous dites féministe en faveur des homosexuels, en contradiction avec les valeurs des Américains ordinaires, faisant l'âme des États-Unis. Donc maintenant, est-ce que nous voyons vraiment que la question du féminisme radical, de la question de l'égalité des genres, est vraiment le sujet de la loi du dimanche? Nous ne le voyons peut-être pas, mais les journalistes, les gens du monde, eux, ils le voient. Même s'ils ne l'identifient pas comme la loi du dimanche, mais ils savent que c'est un champ de bataille qui polarise le pays et qui met le pays à feu et à sang en ce moment. D'accord ? Donc, en tout cas, je sais que c'était riche comme information. Je vous invite à revenir dessus. Si vous voulez les notes, j'ai les diapos, il y en a une centaine. Et puis, à vous de fouiller, puis refaites l'étude ou représentez-la ici. Vous allez peut-être prendre juste un angle pour qu'on puisse travailler ensemble dessus, parce que moi, j'ai juste fait la vision globale. Mais n'hésitez pas à retravailler dessus et à le présenter pour qu'on puisse encore mieux comprendre et échanger. Et si j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à venir me dire. On rectifie, ou bien vous rectifierez lors de l'étude, etc. D'accord ? Parce que je n'ai pas... c'est un sujet... voilà, je n'ai pas fait sciences économiques et politiques, donc je peux me tromper. D'accord ? En tout cas, je vous invite à vous mettre à genoux, on va prier. Seigneur, tu nous donnes ces sujets compliqués, alors que tu sais que nous sommes profanes en sciences économiques et politiques et juridiques. Mais si tu nous permets si tu introduis ces sujets, c'est que tu sais qu'à notre niveau, il nous est possible de les comprendre. Alors, s'il te plaît, donne-nous que nous ayons l'envie de les approfondir, parce que c'est des études tellement riches. Et aide-nous, Seigneur, à avancer avec toi et à comprendre de mieux en mieux le développement de la loi du dimanche. Que nous n'ayons pas peur de répéter les études, que nous ne cherchons pas toujours la nouveauté, la dernière étude présentée par Mender ou un enseignant, mais que nous retournions dans les études du passé, que nous les approfondissions ensemble pour être vraiment, pour comprendre, pour discuter, pour poser des questions et avancer tous ensemble afin que nous puissions avoir véritablement ce changement de cœur, d'esprit et que tu puisses nous recevoir dans ton royaume et nous utiliser comme bon te semble. Que gloire te soit rendue et que tu puisses continuer d'être avec nous durant ce sabbat. Nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus. Amen.